Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Il est 13h30. Nous allons donc pouvoir commencer ce webinaire dédié à la publication du guide par l'IFACI et le Cercle d'éthique des affaires que je représente aujourd'hui. Guide dédié à l'intelligence artificielle, les risques et les contrôles éthiques que nous pouvons mettre en place en entreprise et en organisation pour réduire l'apparition de ces risques. Alors, à mes côtés aujourd'hui, Anne-Violaine Monnier, qui est directrice éthique pour Capgemini et membre du Cercle d'éthique des affaires, membre du bureau du Cercle d'éthique des affaires. Arnaud Douville, qui est directeur éthique et conformité pour le groupe Eramet. Et enfin, Séverine Desdreux, qui est chef de projet à l'IFACI. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un guide qui réunit nos deux associations, excusez-moi, le Cercle d'éthique des affaires et l'IFACI. Séverine, est-ce que je te laisse peut-être dire deux mots sur Oui. l'implication de l'IFACI dans ce groupe de travail? Oui, il n'y a pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie de la tenue de ce webinaire aux côtés du Cercle d'éthique des affaires, avec qui l'IFACI entretient un partenariat solide et engagé. L'IFACI, c'est l'Institut français de l'audit et du contrôle interne. En fait, on accompagne les professionnels de l'audit interne, du contrôle interne et de la gestion des risques, notamment face aux défis posés par l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a travaillé avec le Cercle d'éthique des affaires sur ce guide pratique. Alors, en fait, ce sont nos adhérents, experts sur le terrain, qui ont largement contribué à son élaboration, en fait, en partageant leur expertise et puis leur retour d'expérience. Donc, on est vraiment très heureux de pouvoir vous présenter le fruit de ces travaux aujourd'hui. Merci Séverine. Je me présente succinctement. Je suis Louis Collin, le délégué général du Cercle d'éthique des affaires, qui est, elle, une association dédiée à la promotion de l'éthique et de la conformité dans les organisations, qui a été créée en 1993, et qui réunit aujourd'hui une soixantaine d'entreprises membres et de professionnels qui s'occupent dans leurs organisations des sujets éthique et conformité. Simplement, pour revenir en quelques mots sur l'objectif de ce webinaire, c'est d'essayer de vous présenter en 45 minutes, donc sur un temps très court et de manière succincte, la philosophie, l'esprit, les grandes lignes de ce guide pratique que vous avez peut-être déjà vu passer, IA, risque et contrôle, et qui est, comme le disait Séverine, le fruit d'une réflexion collective de professionnels de l'éthique et de la conformité et du contrôle interne et de l'audit. C'est une réflexion collective qui a été lancée en juillet 2024, qui a été menée sur 4 mois et qui a mené à la publication en fin d'année de ce guide pratique. Alors, peut-être simplement pour revenir un petit peu sur le contexte dans lequel nous avons lancé cette réflexion, c'est d'abord l'actualité débordante autour des sujets d'intelligence artificielle. Alors, sans revenir dans le détail parce que nous n'avons pas le temps, mais pour vous donner quand même quelques points d'ancrage. D'abord, et ça tout le monde le constate, une numérisation croissante, massive de nos environnements et nos environnements de travail. Et puis, au sein de cette numérisation, un déploiement massif de systèmes d'intelligence artificielle qui servent à traiter, enrichir, ordonner la donnée qui est créée. Alors peut-être juste un chiffre là-dessus qui me semblait intéressant et qui donne bien l'ordre de grandeur dans lequel on se situe aujourd'hui. On considère, c'est des chiffres que je tire de la base Statista, on considère qu'en 15 ans, donc depuis 2010, nous sommes passés de 2 zeta-octets de données créées à aujourd'hui environ 147 zeta-octets de données créées par an. Donc, ce sont des courbes quasiment exponentielles. Si on s'intéresse au chiffre de 147 zeta-octets de données produits, j'ai fait un petit calcul qui vaut ce qu'il vaut, mais qui donne un bon ordre de grandeur, je trouve. 147 zeta-octets de données, ça équivaut à 18 000 gigaoctets par personne, c'est-à-dire grosso modo 18 ordinateurs portables de stockage par personne aujourd'hui en termes de données créées. Et ça, c'est si on équipe les nouveau-nés et les plus anciens. Ça donne un bon ordre de grandeur, je trouve, aujourd'hui de la proportion de la numérisation. Et on considère d'ailleurs qu'en 2025, il y aura 180 zeta-octets de données créées. Et donc, pour exploiter ces données, les rendre intelligibles, les trier, les ordonner, on assiste à une course au déploiement de systèmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'ensemble des techniques qui visent à modéliser l'une des 5 fonctions cognitives humaines. Alors, je ne les donnerai pas toutes, mais l'apprentissage, le raisonnement, l'exécution de tâches, etc.
Or, un des constats que tout le monde fait et que nous avons fait aussi, c'est que ce déploiement entraîne des problématiques, qu'elles soient d'ordre social, économique, environnemental et éthique, bien entendu. Le fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle peut être opaque. Il est parfois difficile de vérifier le caractère scientifique, le caractère juste, le caractère non discriminatoire des logiques sous-jacentes au fonctionnement des algorithmes et des systèmes. Et nous en avons eu plusieurs exemples. Alors, j'en ai mis quelques-uns ici sur cette slide. Je pense que chacun aura à l'esprit peut-être d'autres exemples. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ça touche tous les acteurs, des plus grands mastodontes, là j'ai mis l'exemple de Google, c'est aussi le cas, ça a été aussi le cas chez Amazon et d'autres, mais aussi les organisations publiques, ça a été le cas de la CAF, avec des algorithmes discriminatoires utilisés par la CAF depuis 5 à 6 années, et on a eu le même cas aussi aux Pays-Bas, ce qui a d'ailleurs mené à la démission du gouvernement de l'époque. On voit que ça touche enfin, ces biais discriminatoires et ces problématiques, elles touchent l'utilisation, elles touchent aussi la conception de ces outils et on peut notamment penser aux conséquences sociales qui ont mené, par exemple, ChatGPT à exploiter des Kenyans pour modérer, le célèbre LLM du même nom. Et donc, dans ce contexte, Cercle d'éthique des affaires, IFACI, nous a semblé intéressant de lancer ce guide, d'autant plus qu'on observe aussi une méfiance des sociétés civiles face à l'adoption de ces systèmes. Un chiffre que je vous ai mis, mais on pourrait en trouver d'autres. Les ordres de grandeur sont souvent assez similaires. Celui-là, je le tire d'un sondage Odoxa qui disait que 67% des Français considèrent l'IA comme une menace. Et par ailleurs, on a une volonté du législateur européen d'organiser un marché numérique sur la base de confiance, de la protection du droit d'auteur et des données personnelles. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, je pense que le cadre réglementaire européen est aujourd'hui au cœur des tensions entre l'Union européenne et l'Amérique de Donald Trump, qui voit d'un très mauvais œil l'accumulation de réglementations contraignantes sur les produits numériques américains. D'ailleurs, le 24 mars, donc dans quelques jours, se tiendra un bureau européen de l'IA qui a à l'ordre du jour un fitness check, c'est-à-dire une revue de la portée des réglementations en matière de numérique et notamment de l'AI Act, ce qui peut-être mènera à une révision de l'AI Act. On le verra, on le saura probablement mieux le 24 mars. Et donc, dans ce contexte, l'idée du Cercle d'éthique des affaires et de l'IFACI, c'était de proposer des outils qui permettent d'anticiper l'entrée en vigueur du RIA, qu'on appelle aussi l'AI Act, qui est déjà partiellement entré en vigueur aujourd'hui, en février 2025, et qui devrait progressivement voir ses effets s'appliquer de plus en plus jusqu'en août 2026. Pour autant, nous, c'est bien une analyse éthique que nous avons essayé de proposer et non simplement une analyse juridique. Parce qu'il nous a semblé important d'avoir une approche globale des risques qui ne se restreignent pas aux seules exigences de l'AI Act, qui couvre certains risques, mais qui peut ne pas aller peut-être aussi loin qu'on pourrait le penser sur certains autres. Nous avons également souhaité proposer un guide qui repose sur des outils pratiques qui puissent être rapidement déployés ou servir de canevas pour les organisations, qui puissent s'en inspirer rapidement, le prendre en tout ou partie, challenger un petit peu leurs pratiques internes avec celles qu'on proposait. Et bien entendu, nous sommes conscients du fait que c'est un guide, c'est une première version qui aura à être actualisée périodiquement. Parce que nous sommes un peu en avance de phase, parce que l'AI Act n'est pas tout à fait entré en vigueur, parce que les entreprises n'ont pas encore tout à fait déployé leur politique d'éthique du numérique et que donc certaines bonnes pratiques restent encore à imaginer. Et la volonté de l'IFACI et du Cercle d'éthique des affaires, c'est bel et bien de suivre ce que seront ces bonnes pratiques en la matière pour actualiser ce guide au fur et à mesure que les politiques d'éthique du numérique se renforceront dans les organisations. J'en profite pour vous dire que le petit QR code que vous voyez en bas à gauche de votre écran, c'est bien un lien vers le guide. Donc, si vous voulez, vous pouvez le scanner et comme ça vous permettra de regarder en même temps le document, en même temps que nous allons nous en parler. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder outil par outil. Il nous a proposé 4 outils. On va essayer en 45 minutes, un petit peu moins maintenant, de parler de ces outils et de regarder un petit peu ce qu'ils recouvrent avec 2 professionnels qui ont en charge ces sujets-là dans leurs organisations. Alors,
Le premier outil, c'est une cartographie des risques, un outil assez classique en matière de gestion des risques. Cartographie des risques qui est dédiée à tous les risques qui tiennent à la conception, l'utilisation, le déploiement hors ou dans l'environnement de travail, ou la commercialisation de systèmes d'intelligence artificielle. Alors, on a proposé ces différentes typologies parce que toutes les organisations ne se situent pas au même niveau. Certaines sont simplement utilisatrices, certaines en conçoivent certains systèmes et en achètent d'autres. Certains en déploient dans l'environnement de travail, certains en déploient dans d'autres environnements et enfin, certains en commercialisent, ce qui fait naître des risques un petit peu différents. Nous avons proposé une liste de risques qui nous semble majeure, avec pour chaque risque des descriptions et des scénarios de risque attachés. Nous avons essayé d'imaginer encore une fois quelque chose d'assez pratique, donc nous nous sommes limités à 30 risques majeurs. Pour rappel, le MIT avait fait l'exercice en proposant lui aussi une cartographie des risques et il avait identifié 777 risques. Bien entendu, nous, en organisation, on considère que c'est quelque chose qui est difficile à intégrer, donc c'est pour ça qu'on a voulu réduire. Alors, en essayant d'être exhaustif ou en tout cas en essayant de couvrir un maximum, excusez-moi, les risques les plus majeurs. Peut-être pour en parler et regarder un petit peu comment ces outils peuvent être déployés en organisation, je vais donner la parole. Anne-Violaine, Arnaud, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cet outil et comment aujourd'hui vous voyez potentiellement son déploiement? Je vais commencer peut-être. Alors, moi, ce qui me semble intéressant de souligner, c'est une singularité de cette cartographie des risques, c'est le côté holistique et très précis du référentiel qu'on a pris avec le groupe de travail, ce qui permet, je pense, à une entreprise de se l'approprier plus facilement. Alors, qu'est-ce que j'appelle holistique? En fait, bien sûr, on a commencé par couvrir les risques éthiques encadrés par le droit, et en étant très précis, très spécifique à chaque fois sur quel article du règlement européen sur l'intelligence artificielle, est-ce que c'est le RGPD, enfin vraiment en étant très très précis sur l'article en référence. On est allé même très loin dans le droit, on a même cherché des arrêts de jurisprudence dans le domaine très récent comme l'arrêt Choufa. Donc là, il y a vraiment une réflexion très profonde sur le droit actuel en la matière. Et bien sûr, nous avons également couvert des risques éthiques qui ne sont pas encore encadrés par le droit. Et là, à chaque fois, systématiquement, nous avons cherché des référentiels les plus robustes possibles, comme des déclarations de l'OIT, des rapports importants en la matière. Donc, je pense que ça permet à chaque entreprise, ça devrait permettre de s'approprier ce référentiel. Et si on confronte en fait ce référentiel aux valeurs, aux convictions d'une entreprise, par exemple au travers du développement d'une charte éthique, par exemple, ça doit permettre assez facilement une appropriation de cette cartographie. Arnaud? Merci Oui, Anne-Violaine. non, Arnaud? c'est pas peu de choses à rajouter, mais effectivement, il y a une approche sur les sujets IA où on s'est un petit peu cherché au début, et puis finalement, on voit qu'on reprend un petit peu des méthodes, même si c'est pas exactement identique que l'on a en matière de RGPD. Donc, on essaye toujours de chercher la base légale quelque part quand on va déployer un dispositif ou quand on va réfléchir à ses modalités de déploiement. Donc, c'est un petit peu l'approche qu'on a eue. Et puis, comme on parle d'éthique, forcément, on va au-delà. Donc, effectivement, dans la troisième colonne, qui sont les référentiels sur lesquels on s'appuie, il y a des choses qui ne sont pas de la jurisprudence ou des lois, mais qui peuvent être des guides ou des standards qui ont été édictés par différents organismes internationaux, puisqu'on n'est plus sur des thématiques éthiques, on va être sur de la soft law, on va être sur voilà. Donc c'est la réflexion qu'on a pu avoir. Et puis d'un côté pratique, mais ça tu l'as dit Louis, donc en se positionnant à différentes étapes concernant la consommation qu'on peut avoir de l'IA. Est-ce que c'est une vocation commerciale? Est-ce que c'est une vocation interne quant à son usage dans l'entreprise? Ou est-ce que c'est un peu des deux? Donc on a une première partie qui est très longue parce que c'est la partie, celle qui est en orangé en fait, qui va concerner un petit peu tous les sujets, que ce soit pour une application interne au sein de l'entreprise ou à vocation commerciale. Et puis ensuite, on a essayé de compléter cette vision-là, à la fois pour un déploiement interne ou un déploiement à vocation commerciale. Donc de manière à scinder les sujets pour que vous vous y retrouviez aussi plus facilement quand vous-même vous allez mener votre réflexion au sein de vos entreprises.
Merci beaucoup Arnaud. Je vois que le chat est ouvert, les commentaires, vous pouvez faire vos commentaires directement sur LinkedIn, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, des réactions au fil de l'eau, de les poster. Moi, j'ai un œil dessus et je pourrais aussi les relayer. Ce que je trouve intéressant par rapport à ce qu'on vient de se dire, effectivement, on a proposé une typologie avec en orangé les risques liés à la conception, l'utilisation, en rose les risques liés à la commercialisation et puis en vert les risques liés au déploiement dans l'environnement de travail. Et là, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore beaucoup de base légale. On s'est par exemple référé aux travaux du Laboria sur le sujet. La question, c'est véritablement quels sont les impacts sur l'organisation du travail. Et c'est peut-être un peu un impensé aujourd'hui. Alors, c'est un impensé en tout cas du RIA. Et dans les organisations, c'est quelque chose qui bouleverse déjà les organisations, hein, puisqu'il y a déjà des systèmes d'intelligence artificielle qui sont déployés, mais ce n'est pas quelque chose forcément sur lequel il y a une grande maturité, une grande réflexion. Et ce qu'on a voulu faire, c'est peut-être essayer de poser aussi quelques questions par rapport à cela. Est-ce que Arnaud, Anne-Violaine, une remarque là-dessus ou pas forcément? Non, on s'est rendu compte lors de nos échanges qu'en fait, probablement, oui, il y a un vrai bouleversement des organisations à court ou moyen terme et potentiellement des sujets RPS qui vont émerger. Et c'est vrai que ça a pris beaucoup de part dans les débats qu'on a pu avoir et dans les éléments de cartographie qu'on a pu identifier. Puis ensuite aussi, et on l'abordera plus tard en fait, sur les sujets qui touchent plus, au pilotage des risques, à la gouvernance. Mais il y a un sujet aujourd'hui, où probablement on doit préempter effectivement un dialogue social sur le sujet, qui n'est pas cadré par la loi, qui probablement la loi est toujours un petit peu en retard et c'est normal sur l'évolution de la société civile ou des usages. On peut supposer, peut-être qu'à un moment donné, le législateur va cadrer ça un petit peu mieux et va rendre obligatoire un certain nombre de consultations. Aujourd'hui, comme on est dans une approche éthique, on a tendance à préconiser en fait d'anticiper ça et d'avoir ces démarches soi-même en interne dans l'entreprise quand on est amené à déployer en fait, des systèmes d'IA et notamment par rapport, à l'impact qu'ils peuvent avoir. Donc il y a tout ce travail qui est fait dans les parties ultérieures en fait du guide, d'analyse, notamment à travers des questionnaires, mais on abordera ça plus tard. Merci Arnaud. J'ai une question de Mohamed sur le chat. J'aimerais savoir si l'IA n'est pas une menace pour le métier de l'audit interne à long terme. Alors, nous ne sommes pas, sauf Séverine, des professionnels de l'audit interne. Donc, vous répondre spécifiquement, ça sera un petit peu difficile. Par contre, je vous renvoie effectivement aux risques que nous avons identifiés donc en vert dans le document. Ce sont les risques liés justement au déploiement de systèmes d'intelligence artificielle dans l'environnement de travail. Et il y a probablement des risques qui seront liés, enfin, qui toucheront les métiers de l'audit interne. Je pense par exemple aux risques relatifs à l'autonomie des opérateurs, ce genre de choses. Et je crois que c'est à chaque fonction de, à travers la grille d'analyse que nous avons proposée, regarder dans quelle mesure cela peut affecter ou non ses métiers. Il y a un risque intéressant à cet égard aussi, c'est tout ce qui est risque d'atteinte au savoir-faire. Alors je suis pas en train de il y a un vrai savoir-faire de l'audit, mais c'est vrai qu'avec des déploiements d'IA, en fait, le risque aussi, c'est de, petit à petit perdre des expertises. C'est-à-dire avoir des systèmes que l'on déploie, qui à l'usage fonctionnent, qu'on n'est plus capable de challenger, parce qu'en fait, on a cette perte de savoir-faire. Donc, il va y avoir un sujet aussi dans les entreprises de conserver des expertises qui sont à même, en fait, de challenger les systèmes d'IA qu'on n'a plus déployés, que l'on trouve très efficaces par ailleurs, qu'on pourrait trouver très efficaces, mais pour lequel, à un moment donné, on en deviendrait dépendant et plus en capacité finalement de remettre en cause, certaines solutions ou certaines préconisations qui sont poussées par ces systèmes. Si on continue et qu'on s'intéresse, en plus de la cartographie, aux autres outils que nous avons proposés, il y a 2 outils qui sont centraux et qui vont de pair. C'est les questionnaires de qualification des risques. Ces questionnaires, ces formulaires, ils servent donc à identifier, qualifier au mieux les risques induits par la conception, l'utilisation, déploiement, commercialisation de systèmes d'intelligence artificielle. Et nous les avons imaginés de 2 niveaux. Un premier niveau à destination des équipes opérationnelles en charge du déploiement effectif pour leur permettre, elles, en autonomie, de poser un premier regard et de s'interroger sur la dimension éthique de leur projet. Et puis,
un second formulaire qu'on a appelé renforcé, qui est lui à destination des équipes juridiques, équipe conformité, éthique, voire données personnelles, et qui permet, lui, une lecture plus précise des risques induits, notamment à la lumière des textes juridiques. L'idée de ces deux formulaires, c'est peut-être de les articuler en réservant le premier cas aux projets les moins sensibles et puis le second aux projets les plus risqués. Est-ce que, Arnaud, Anne-Violaine, vous en êtes déjà inspiré ou est-ce que vous avez déjà des choses qui vous semblent intéressantes à mettre en exergue sur ces deux formulaires? Arnaud, peut-être, je te laisse commencer. On Alors inverse. non, on n'a pas encore déployé ça chez nous. Bon, d'abord, tu le précisais tout à l'heure, mais c'est depuis février finalement que le règlement est d'application pour une partie limitée, qui est l'interdiction stricte du déploiement du système d'IA sur certaines applications. Donc c'est la partie interdiction stricte qui pour le moment est d'application depuis février. Donc on est encore en fait dans les entreprises en train de se poser. On avance un peu à marche forcée parce toutes les entreprises ont pris conscience de la nécessité en fait d'accélérer sur ces sujets-là. Et les organisations et la gouvernance des organisations parfois suit avec un train de retard. C'est-à-dire qu'il y a une volonté affirmée du management de déployer ces systèmes et de rechercher des gains d'efficience ou de rechercher peut-être un peu de manière empirique, là où on va avoir une efficacité de ces systèmes. Donc, on déploie finalement des tests, des POC, voilà, et on est un peu ouverte il y a une boîte à idées un petit peu et en permanence finalement, on a des équipes d'IA, hein, on a recruté énormément sur ce sujet-là, et qui sollicitent, finalement, les utilisateurs internes sur des potentiels cas d'usage. Et puis, aujourd'hui, il y a pas encore ce travail, qui est fait en amont, d'analyse et je pense qu'on va déployer assez rapidement et il y a un vrai sujet en interne de savoir comment on pilote ça et en termes de gouvernance, c'est aussi abordé dans ce guide-là. Effectivement, un moyen de canaliser intelligemment, finalement, ces demandes, ces besoins, ces cas d'usage, pour ensuite passer à une analyse, ce que permet le questionnaire numéro 2 en fait. Parce que le questionnaire numéro 2 quelque part, il vous aide parce que le RIA, c'est quoi? C'est 144 pages, je crois, 145 pages, donc c'est massif, pas très digeste, pas toujours, pas forcément le courage d'aller au bout de chacune des annexes. Et donc, finalement, ce questionnaire, non seulement il vous aide il vous canalise avec des oui/non, sur des situations, il vous permet de pré-identifier des risques aussi quelque part, et puis il prend en compte d'autres aspects. On est amené à prendre des aspects, qui touchent plus au RGPD. Tu citais tout à l'heure Anne-Violaine la Réchauffat, par exemple en Allemagne, je crois que c'était dans le secteur des assurances ou, voilà, non, oui c'est ça, ou du crédit, on le prend en compte aussi dans ce questionnaire, donc on va au-delà du RIA et donc quelque part, voilà, ça vous aide à canaliser. Donc je pense que c'est un outil très utile. Il peut être complété utilement. Il y a des entreprises probablement qui peuvent aller au-delà, mais je pense que c'est un très bon point de départ, en fait, finalement pour, solliciter, auprès des personnes qui font mention de cas d'usage potentiels, et les aider dans leur réflexion à coucher sur le papier un petit peu, ce dont il s'agit et nous à rentrer dans cette phase d'analyse grâce au questionnaire numéro 2. Anne-Violaine, ta réaction par rapport à ça? Oui, oui, tout à fait d'accord. Et on parlait de compléter le questionnaire. Alors, à la réflexion, on pourrait proposer de rajouter une question qui serait un peu une question préliminaire pour avoir une approche réellement critique et responsable sur le sujet en tant que professionnel. Est-ce que nous avons vraiment besoin d'intelligence artificielle pour répondre aux besoins qui nous arrivent sur le bureau? Commencer vraiment par se poser cette question de manière très factuelle et en essayant de pousser les opérationnels à évaluer systématiquement des alternatives, en s'assurant vraiment que l'usage de l'IA va avoir une valeur ajoutée substantielle avant de se lancer dans un nouveau projet. Voilà, c'est un petit clin d'œil, un peu un petit décalage, mais peut-être une question à ajouter en amont de notre questionnaire. Mais effectivement, mais elle y est plus ou moins en Oui, il filigrane est hein, plus ou moins, c'est vrai. sur C'est les vraiment alternatives ouais. proposées Mais c'est important, hein, c'est vraiment usagers. important qu'on ait cette réflexion avant de se lancer dans tout le détail de tout le questionnement éthique. C'est vraiment fondamental.
Effectivement, d'autant plus qu'aujourd'hui, on voit certains acteurs, et pas des moindres, je pense par exemple à McKinsey ou Goldman Sachs, qui alertent sur une bulle spéculative autour de l'IA, sur une mode, sur une hype. Effectivement, cette question-là de savoir est-ce que véritablement, par rapport à l'usage qui est envisagé, est-ce que c'est de l'IA qu'il nous faut, ou alors est-ce qu'il y a des choses peut-être plus simples à mettre en place, moins risquées aussi. C'est peut-être une des questions majeures. Et c'est d'ailleurs une des premières questions un peu de contexte qu'on met pour le formulaire à destination des opérationnels. C'est aussi se poser la question de savoir finalement, est-ce qu'il y a une utilité réelle, une valeur ajoutée réelle, avant même la question du risque, à aller sur un système d'intelligence artificielle, ou alors est-ce qu'on peut faire quelque chose peut-être de plus simple et de moins risqué. Après, comme l'adoption de toute nouvelle technologie, tu as toujours un peu au début un mode trial and fail où tu déploies des proof of concept et tu es un peu dans l'apprentissage et tu regardes ce qui fonctionne pas. Donc, par rapport à ta propre organisation, en tout cas pour un déploiement en interne. Pour un déploiement commercial, c'est autre chose. Il y a aussi une approche spécifique, mais en interne, on voit beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'on cherche un petit peu les voies. Et c'est vraiment par l'essai et l'échec et voir ce qui fonctionne pas. On n'aborde pas forcément cet aspect-là dans le guide, mais peut y avoir dans sa gouvernance de l'IA aussi une partie qui est plus efficience, c'est-à-dire analyse finalement à l'issue d'un POC, qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête. Mais ça, on est plus dans la gouvernance de projet, on n'est plus vraiment dans de la gouvernance éthique. Une question qui a été posée, est-ce que vous avez vérifié la cohérence de votre guide avec le document de l'ANSSI sur les risques de l'IA publié en février 25? La réponse est non, puisque le guide a été publié, le guide IFACI a été publié précédemment. Il a été finalisé en fin d'année 2024 et publié en début d'année 2025. Donc finalement, le guide de l'ANSSI est arrivé après. Par contre, je pense que c'est pas inintéressant, justement, dans ce processus de mise à jour continue, qu'un jour on fasse effectivement le gap analysis entre ces deux guides, ces deux documents. Après, il y a un autre point qu'on n'aborde pas, je crois, de mémoire, et quelqu'un a fait un commentaire en ligne sur LinkedIn ou je ne sais plus, à l'occasion de nos publications, ou en tout cas, si on l'aborde pas de manière très directe, c'est tout ce qui est accessibilité numérique. Ça peut être un sujet effectivement qui fait qui peut rentrer dans le champ d'analyse, bien évidemment, quand on aborde ces sujets-là. C'est pas un risque direct, mais c'est un élément à prendre en compte. Oui, tout à fait. Et deuxième question de Frédéric, est-ce qu'il existe un update du questionnaire suite aux dernières guidelines de la Commission européenne de février? Encore une fois, non. Le guide a été publié juste avant, donc on n'a pas eu le temps de le mettre à jour. Et au demeurant, comme il y aura encore probablement des évolutions sur le texte même, puisque le Bureau européen de l'IA se retrouve le 24 mars pour discuter justement d'un fitness check, et qu'il y a fort à parier que, comme avec la CSRD, on ait le droit peut-être à on va dire une simplification des exigences. Ça, ce sont des choses qu'on reverra plutôt périodiquement, et je pense qu'on se laissera au moins un an avant de revoir les exigences. Mais encore une fois, le guide, il est vraiment parti d'une philosophie de réflexion éthique et non pas simplement légale. Et donc, même si le RIA et les exigences européennes ont peut-être vocation, elles, à évoluer, les exigences éthiques sous-jacentes, par contre, elles sont bien plus, on va dire, légitimes, ou en tout cas légitimées par d'autres textes et d'autres principes peut-être encore plus fondamentaux. Arnaud, Violaine, je ne sais pas si vous voulez compléter ici ou… Non, mais quand on a une démarche éthique sur les sujets, quelque part, c'est être en amont des évolutions législatives, donc c'est être un peu future-proof, parce que quand on commence à intégrer dans sa réflexion les sujets éthiques, on est en anticipation du législateur, en fait. On prend en considération des attentes légitimes de la société civile et d'un cadre normatif ou non normatif de soft law qui, à moyen terme, à long terme, est souvent intégré finalement dans le corpus hard law. Voilà. Donc, en ayant cette approche éthique quelque part, on anticipe un petit peu les évolutions que pourrait prendre le bureau de l'IA suite au fitness check, et si c'est repris après par le comité européen de l'IA, on verra. Mais voilà. Ouais, tout à fait. Je vous propose de passer au dernier
Dernier outil que nous avons proposé, et puis ensuite s'ouvrira, si vous le souhaitez, une séance de questions-réponses. On prendra toutes vos questions sur le chat. Dernier outil qui est plutôt à destination là des populations de contrôleurs et d'auditeurs, qui est une liste finalement des contrôles pour s'assurer du bon déploiement d'une politique d'éthique du numérique. Alors nous avons imaginé une liste de 30 contrôles, et nous avons essayé de les classer en fonction de leur ordre de priorité, des plus prioritaires aux bonnes recommandations, on va dire en vert, qui sont des signaux faibles qui permettent, encore une fois, de qualifier si on a véritablement une politique d'éthique du numérique, mais qui seront peut-être moins significatifs et signifiants que ceux qui ont été classés comme prioritaires. Est-ce que, là aussi, Anne-Violaine, Arnaud, peut-être une remarque, un commentaire? Anne-Violaine? Oui, alors peut-être un élément à souligner, alors c'est peut-être une déformation professionnelle, parce que dans le groupe de travail, il y avait plusieurs professionnels de l'éthique et de la conformité, souvent en charge du dispositif d'alerte en entreprise. Et ce n'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui beaucoup dans les entreprises, mais il nous a semblé indispensable qu'on s'équipe d'un dispositif de recueil et de traitement, de questionnement, voire d'alerte, mais déjà de questionnement au départ sur l'usage de l'intelligence artificielle, l'impact de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Alors ça peut être, il faut que ce soit tout le professionnalisme et les garde-fous qui existent dans les dispositifs actuels. Ça peut être, l'idée, ça peut être de l'intégrer à des dispositifs qui sont déjà en place dans l'entreprise ou d'en créer un nouveau. Et je pense que ce qui est important pour que ce questionnement fonctionne, c'est une acculturation dans l'entreprise des collaborateurs sur l'intelligence artificielle pour faciliter une utilisation plus éclairée de ces outils et faciliter ce questionnement. Donc là, on n'est pas nécessairement dans les contrôles, mais on est dans des choses qui faciliteront l'appropriation et donc le questionnement individuel. Donc, au service de l'entreprise. Arnaud, sur cet outil, Non, après, je pense que c'est très complet. Enfin, moi, en tant que professionnel, j'ai bien aimé le côté priorisation. Ça permet en fait aux entreprises de se mettre à l'échelle en déployant dans un premier temps, à partir du moment où ils ont tout le reste. Hein. On ne va pas mettre des contrôles si on n'a pas mis avant les processus en place, mais de partir, je dirais, du requis minimum et puis ensuite de voir si on a la capacité d'aller au-delà. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Là où je trouve que c'est un petit peu plus compliqué, c'est probablement... Enfin, pour le contrôle, pour le second niveau, ça va être un petit peu compliqué. Ça va être tout ce qui touche au contrôle des sources qui sont. Alors, c'est vrai que pour un certain type d'IA, c'est surtout, enfin, c'est plus vrai, on va dire, pour les LLM, mais la qualité, en fait, et l'origine des sources, la qualification des sources, c'est pas évident et on n'a pas forcément parlé de ça justement parce que c'est compliqué de le faire en niveau 2 comme c'est très technique, mais c'est vrai qu'on voit bien que au-delà, et on en parle dans le guide, de la composition de l'équipe qui peut travailler sur le système d'IA, on voit bien que finalement la qualité des sources a une incidence en fait assez forte. Et donc, quels sont les contrôles qu'on peut faire en second niveau pour s'assurer qu'en premier niveau, au niveau opérationnel, en fait, les sources qui ont été sélectionnées sont de qualité suffisante, avec un nombre de biais probablement limité, etc. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais très récemment, en fait, on a entendu, je pense que c'est vraiment tout récent, une étude qui a été réalisée sur un peu moins d'une quinzaine de modèles de langage, ChatGPT, Gemini, même Grok, de Musk. Et en fait, on demandait à ces IA, grosso modo, de classer des assertions politiques ou en tout de manière qualitative pour savoir lesquelles étaient cohérentes, intègres, crédibles, etc. Et en fait, même avec des IA qui ont été, je dirais, entraînées sans filtre, type Grok, c'était le souhait à l'origine, on se rend compte qu'en fait, elles ont quand même développé des biais. Et donc, on s'est demandé si ça venait des équipes. Et ça,
a priori pas le cas pour Grok, parce qu'au contraire, ils avaient des instructions voilà, d'être très libertariens même, dans l'approche, et à la fois dans leur méthode, dans l'algo, mais aussi dans la sélection des sources. Et pourtant, même Grok a en fait dans ses orientations, ses recommandations, en fait, des tendances démocrates et plutôt à gauche. Et donc on pense que en fait c'est vraiment il y a aussi une incidence très forte en fait sur les sources. Et on se rend compte que pour entraîner ces LLM, en fait, pour avoir des sources de qualité, on va souvent chercher des sources en fait dans le milieu académique, du journalisme, etc. Et qu'incidemment, en fait, peut-être qu'il y a les populations qui sont à l'origine de ces sources, plus intellectuelles, ont des biais politiques qui ne sont pas évidents, mais qui transparaissent au travers de la donnée quand même à terme, qui sont plus démocrates et plus à gauche. Voilà. Et quand on a fait la même chose en France pour voir comment se positionner les IA en fait vis-à-vis de la crédibilité, de la solidité des programmes, de la cohérence, de l'effectivité en fait de ce qui était proposé. Les personnalités qui ressortaient en tête pour l'IA, quand elle devait classer en fait les personnalités par rapport à leur crédibilité, leur efficacité, c'était François Ruffin, Raphaël Glucksmann, Marine Tondelier, etc. Et les derniers, c'était Éric Zemmour, Marine Le Pen, Darmanin, quoi. Donc, on voit quand même qu'il y a un sujet autour de la donnée et des datasets. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, ça rejoint un petit peu une question qui a été posée par une personne du public qui a posé la question de savoir quid de la responsabilité de l'utilisation de résultats venant d'une IA générative mise au point par l'entreprise. Donc, on a dans un scope un tout petit peu différent, on serait dans le cas d'une IA générative mise au point par l'entreprise, alors qui se base peut-être elle-même sur l'architecture d'une IA, enfin d'un LLM connu, et qui pourrait donner comme ça des résultats. Et la question de savoir quelle serait la responsabilité. Est-ce que là-dessus, peut-être de manière un peu plus générale, Arnaud, Anne-Violaine, sur l'utilisation et donc la responsabilité de données qui seraient initiées par des LLM, est-ce qu'en entreprise, vous avez déjà vu des choses passer? Vous avez déjà eu des réflexions là-dessus, des cadres peut-être éthiques qui se posent sur la façon dont on peut utiliser ou pas un LLM au travail? Non, pas forcément. La réflexion existe, si, tout à fait. En fait, on se pose la question. Donc, en fait, ce qu'on veut éviter, c'est le shadow IT, en fait. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer en fait que les solutions IA qui sont utilisées par les salariés sont des solutions qui sont validées. Ça va être encore plus vrai quand on va rentrer dans le domaine de l'agentique, où on parle des LLM. Désolé, on a tous un biais quand on parle d'IA, c'est qu'on a tendance à parler plus de LLM que d'autres choses, alors qu'il y a plein d'autres IA possibles. Mais effectivement, ça va être encore plus vrai quand on va et on rentre dans l'IA de l'agentique, donc qui est voilà, sur certains sujets. Donc on réfléchit à des IA pour accélérer sur les sujets RH, où il y a des risques, hein, parce que beaucoup de données personnelles, parce que voilà. Et ce qu'on veut éviter justement, c'est on veut offrir des cadres sécurisés avec des agents sécurisés pour éviter justement l'usage. Enfin, on est tous, enfin je sais pas, ceux qui sont un peu curieux, on a des abonnements Perplexity, Claude, etc. Parce que voilà, parce qu'à titre personnel, on aime bien, on peut être curieux, mais donc il faut éviter de l'utiliser effectivement dans un contexte de travail. Il faut que le contexte soit cadré, quoi. Et donc voilà, il y a cette réflexion en fait en entreprise pour savoir comment mettre en place un cadre pour s'assurer qu'il n'y ait pas ce shadow IT et que on utilise des agents validés par l'entreprise. D'abord des modèles, puis des systèmes et des agents ensuite qui soient validés par l'entreprise. Oui, c'est vrai que le phénomène de shadow IT est quand même quelque chose qui occupe les entreprises. Anne-Violaine, toi, c'est quelque chose que tu as. Oui, tout à fait. On a complètement la même démarche, effectivement, d'identifier les solutions technologiques et contractuellement aussi qui sont viables pour l'entreprise et de les imposer quand même aux collaborateurs. Et c'est vrai qu'il y a une interdiction des modèles, des solutions qui n'ont pas été approuvées par la direction informatique, tout à fait. Donc il y a un encadrement quand même très fort dans ce domaine
pour effectivement encadrer la responsabilité de l'entreprise qui était la question d'origine. Oui, alors effectivement, il y a Nadine sur le chat qui nous pose la question de savoir qu'est-ce qu'un LLM. Un LLM, c'est un large language model, grand modèle de langage en français. C'est les techniques sur lesquelles repose tout aujourd'hui la plupart, enfin même tous les ChatGPT, Grok, Claude, Perplexity et autres, ces assistants virtuels qui répondent à vos questions et qui peuvent même créer du texte. Et créer du texte parfois qui semble réel et qui semble même plus réel que ce qui pourrait être créé par un homme. À cet égard, j'ai vu une autre chose passer, une grande étude menée par des scientifiques aussi sur de plus en plus la création de textes scientifiques par des intelligences artificielles génératives. L'étude considérait même que dans une revue comme Nature, qui est pourtant une des revues les plus prestigieuses, on aurait déjà environ 6% des textes qui sont déjà créés par de l'intelligence artificielle générative. Et alors, chez Nature, ça va encore, mais on estime aujourd'hui entre 6 et 18% de la création scientifique serait déjà du fait d'intelligence artificielle générative, ce qui pose véritablement la question de la qualité de cette connaissance et de la responsabilité si ces connaissances sont utilisées. Alors, une autre question qui vient d'être posée, concrètement, faites-vous citer des engagements individuels de ne pas utiliser d'autres SIA que ceux utilisés par l'entreprise? Est-ce que vous avez des chartes d'engagement de ne pas utiliser ou est-ce que il y a des mesures disciplinaires qui seraient prévues, par exemple, pour ne pas utiliser des systèmes d'intelligence artificielle, enfin des SIA qui ne sont pas validés par l'entreprise? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez, Anne-Violaine, Arnaud, ou sur lequel vous réfléchissez? Oui. Plus dans une logique de formation, d'information, de pédagogie. Il n'y a pas encore eu l'occasion de mesures disciplinaires. J'espère qu'il n'y en aura pas. Non, on a des choses sur les systèmes d'information, effectivement, chez Ramet. On va probablement cadrer le sujet. Il y a un peu plus d'1 an, quand j'étais chez Bureau Veritas, 1 an et demi, ouais, avant de partir, j'avais sorti une charte sur l'usage de l'IA. On anticipait déjà le sujet comme émergent et donc on a cadré effectivement pour éviter le shadow IT, pour éviter tout ça. Donc on avait commencé à cadrer il y a 1 an et demi. Mais après bon, ça tient vraiment aux entreprises. Chez BV, on manipule énormément de données, énormément de data, donc on se rend bien compte de la puissance de l'IA quand on fait de la certification, du test ou de l'inspection. Il y a une manipulation et data qui est énorme et donc très tôt, on a pris le sujet, quoi. Tout dépend de son secteur d'activité. Quand on va être chez Orange, évidemment, on va cadrer très vite. Quand on est dans l'industrie, on sent moins la pression, mais néanmoins, il y a un vrai usage de l'IA qui accélère très fortement parce que chez nous, voilà, ça peut trouver des applications. On parlait de fonctionnel en RH, mais on peut très bien y trouver des applications chez nous, chez Total et chez d'autres qui font de l'explo sur la géologie, voilà. Donc, ça peut aller très vite. Je trouve ça intéressant et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Arnaud, sur la charte d'usage de l'IA. Effectivement, dans le groupe de travail, il me semble qu'il y avait d'autres entreprises qui avaient déjà réfléchi à ce type d'outils pour flécher, si ce n'est contraindre les collaborateurs à utiliser des outils qui soient certifiés par l'entreprise et pour notamment éviter les risques aussi de captation éventuelle de valeur parce que certaines données peuvent avoir une grosse valeur ajoutée. On pense notamment à des données techniques. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, les entreprises sont vigilantes à ce que ces données soient bien protégées et qu'elles restent bien en interne. Je crois qu'on arrive à la fin des 45 minutes qui nous étaient allouées. C'était très court, donc on a eu un survol panoramique de ce guide. J'espère que ça vous aura quand même donné envie d'aller plus loin. S'il y a peut-être une dernière question, je la prendrai, mais pour l'instant, je ne vois rien sur le chat. D'ici là, donc, je vous invite à aller télécharger ce guide, à en prendre connaissance, peut-être à le déployer s'il vous semble utile. Et puis, une fois que vous aurez peut-être un retour, nous faire vos retours, car comme je l'ai dit, nous mettrons à jour ce guide de manière périodique. Et donc, si nous pouvons l'enrichir des retours de chacun, ça sera bien évidemment avec grand plaisir.
dernière petite question juste avant de terminer. Est-ce que, alors c'est la question de la sanction disciplinaire, est-ce qu'une décision générée par l'IA générative peut-être elle reprochée avec sanction disciplinaire aux salariés? A priori, c'était plutôt non aujourd'hui, hein, Anne-Violaine Arnaud, sauf si si c'est une faute. Sauf à ce qu'effectivement, dans son cadre interne, on ait défini spécifiquement le sujet. Aujourd'hui, on n'a pas encore vu de décision, en tout cas au prud'homme, sur ce sujet-là, mais un jour, ça va intervenir parce qu'effectivement, on a besoin de l'humain qui soit en capacité d'avoir un recul par rapport à la préconisation de l'IA. Et donc, je pense que l'expert ne va pas disparaître au profit d'IA. Au contraire, on aura besoin probablement de gens qui sont en capacité de challenger l'IA et qui prennent pas pour argent comptant en fait la donnée qui est générée. Peut-être qu'on pourra reprocher à terme effectivement la faiblesse de ne pas faire ce travail, de remettre en question finalement une réponse qui arrive toute crue. Et pour le moment, bon voilà, c'est très prospectif ce que je dis, mais c'est pas impossible de l'imaginer. Bon, mais je trouve intéressant et je pense qu'on pourrait conclure là-dessus. L'éthique, c'est aussi de l'esprit critique. C'est toujours questionner les évidences. Et donc, ce qui est demandé aussi aux collaborateurs qui utilisent de l'intelligence artificielle, c'est de questionner ce qui peut être proposé. Et c'est le travail qui leur sera demandé de faire. Je vous propose qu'on en reste là. Encore une fois, je vous invite à télécharger le guide. Je vous ai remis le QR code. Là, il apparaît en bas à gauche. Si vous avez éventuellement des questions, vous pouvez écrire soit au Cercle d'éthique des affaires, soit à l'IFACI, et nous les intégrerons dans nos réflexions prospectives sur le sujet. Merci à tous. Merci. Merci Louis. Merci Violaine, merci Séverine. Oui.